Alors, pour notre première table ronde citoyenne d'aujourd'hui du colloque des fonds de recherche du Québec de l'ACFAS, nous avons tout d'abord un patient partenaire, Guy Poulain, qui est résident à Québec et qui travaille depuis une dizaine d'années maintenant comme patient citoyen partenaire. Ses principales applications sont à ce titre le fait d'être membre et président du Forum citoyen du commissaire à la santé. Il a aussi participé au comité d'excellence en santé de l'INES, mais aussi s'est engagé dans des initiatives en santé durable. Donc, merci beaucoup, Guy, d'être parmi nous. Aussi, autour de cette table ronde, nous avons François-William Croteau. François-William Croteau fut maire de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal à titre de responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, de l'innovation et de l'enseignement supérieur. Il a piloté des projets d'envergure en transition écologique et en transition numérique, éthique et responsable. Et il a participé justement au laboratoire d'innovation urbaine de la ville de Montréal. Alors, il occupe actuellement le poste de directeur principal au sein de l'équipe conseil en stratégie et innovation de Innovitech dans le secteur des projets urbains et des villes intelligentes. Donc, merci beaucoup, Monsieur Croteau, d'être parmi nous et aux membres de cette table. Nous avons aussi aujourd'hui en présence Eva Villalba. Elle est directrice générale de la coalition Priorité Cancer au Québec. C'est un groupe de défense des patients qui est à but non lucratif et qui est voué à l'amélioration du système de santé québécois pour les personnes touchées par le cancer. Depuis 2008, elle est impliquée dans plusieurs organismes charitables en santé, des groupes de défense de patients et d'autres organisations sans but lucratif. Et elle travaille vraiment actuellement à développer beaucoup d'expertise, de ressources sur les soins de santé axés sur la valeur au Québec et au Canada. Et je pense qu'aujourd'hui, elle nous rejoint d'un autre pays. Donc, merci beaucoup, Eva, de vous être rendue disponible pour participer à cette table ronde. Nous avons aussi autour de la table Joël Leblanc. Joël Leblanc est fasciné par l'évolution. Il a une formation scientifique en biologie et en paléontologie, mais il s'est surtout réorienté en communication scientifique. Il est journaliste scientifique pour le magazine Québec Science depuis 2000 et se spécialise en éducation scientifique depuis 2005. Il a fondé une entreprise, Zapiens Communication Scientifique, qui lui permet de mener à bien sa mission de rehausser la culture scientifique des Québécoises et des Québécois. Il est conseiller pour des musées, rédacteur pour des magazines et des sites web, concepteur de matériel pédagogique pour le primaire et le secondaire, conférencier, formateur. En fait, il communique la science sous toutes ses formes et à tous les publics. Donc, voici les membres de notre table ronde. Et pour animer cette table, pour pouvoir obtenir justement des visions, mais aussi vos perspectives sur le Vox Pop, mais aussi tous les questionnements autour de sciences, société, données, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Maillot, qui depuis 2019 est le président de Havas Montréal, agence qui est notamment spécialisée en marketing et communication sociale de référence, et dans laquelle il travaille depuis 2015. Alors, avec son équipe, il veille à placer le citoyen, le consommateur au centre de toutes les actions et stimule la créativité et assure la pertinence de toutes les actions publicitaires. Après 6 ans à l'émission Médium Large pour le segment Bête de pub, il a rejoint l'équipe de Tout un matin, l'émission matinale montréalaise d'ici Radio-Canada Première. Et avec Arnaud Granata d'InfoPresse, il analyse, décortique, commente l'actualité du domaine de la communication et du marketing. Avant de se joindre à Havas, Stéphane Maillot était planificateur stratégique chez IG2, où il a piloté des dossiers importants et notamment la gestion des communications d'Emma Québec, qui gère la banque de sang des Québécoises et des Québécois. Donc, Stéphane, je te laisserai maintenant l'animation de la table ronde et puis je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse discussion. Merci beaucoup, merci d'être là. Il sera possible pour nous de prendre des interventions, des questions au fur et à mesure dans le petit chat. Si jamais, Cécile, n'hésitez pas, si jamais je n'intercepte pas l'ensemble des commentaires ou des questions, de peut-être nous l'apporter à l'attention de l'ensemble du panel le temps que nous discutons. Alors, vidéo intéressant, merci. Un Vox Pop, toujours la bonne façon de lancer une table citoyenne que d'aller voir les citoyens. Et mon premier réflexe, ça va être de vous faire intervenir, panélistes, sur ce qu'on vient d'entendre. Je commencerai peut-être même par Monsieur Poulain qui représente, si vous voulez, qui représente les patients dans le processus. Et je me demandais, Monsieur Poulain, si ce que vous avez vu dans cette vidéo de l'espoir et des craintes à la fois est représentatif de ce que vous entendez ou de la voix que vous désirez porter dans ce processus. Oui, merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien, M. Maillot? Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Okay. Bravo pour le Vox Pop. Bravo pour l'animatrice. Je disais tantôt hors zone que Mme Petitgan, si elle veut faire une carrière en communication, elle serait excellente aussi.
Donc, j'ai trouvé ça très intéressant, le VoxPop, parce que pour moi, il représente à peu près tous les enjeux qu'on a par rapport à la question de l'acceptabilité sociale. Je veux faire remarquer qu'il n'y a aucune personne dans ce VoxPop qui a dit qu'il était opposé à l'utilisation de ces données, de ces renseignements. Donc, ça part du principe qu'il y a une ouverture de la population, puis ça, je le constate aussi à travers les comités, puis quand je travaille avec d'autres patients, d'autres citoyens partenaires. Bien sûr, il y a des préoccupations sur la notion du consentement, sur la question de la sécurité et aussi sur la question de l'utilisation par le privé des données numériques. Mais la très, très grande majorité des interventions, plus on avançait dans le VoxPop et qu'on parlait du sens de l'utilisation des données, faire avancer la science, développer des nouveaux traitements, là, on sentait une ouverture. Et moi, ça m'amène ma principale préoccupation. L'acceptabilité sociale va passer par donner un sens à cette utilisation des données. Il faut que les gens aient l'impression que ce soit utile, que ça serve à quelque chose. On va y revenir tantôt sur la transparence, la confiance, mais on voit bien dans le VoxPop que dès qu'on arrive sur ce niveau-là de donner un sens, de trouver une préoccupation de développement, tout ça, il y a une très, très grande ouverture. Puis je pense qu'on peut tabler là-dessus, puis il y a du travail à faire pour s'assurer de répondre aux préoccupations, puis que ce sens-là soit encore plus, je dirais, plus ouvert et plus accessible à l'ensemble des gens. Alors moi, j'ai trouvé très encourageant ce VoxPop-là, puis je trouve qu'il traduit bien qu'actuellement, il y a un rendez-vous possible avec l'ensemble de la population pour une meilleure utilisation des données dans un cadre d'acceptabilité, à certaines conditions qu'on pourra davantage explorer dans les prochaines minutes. Voilà. Et donc, à cette question de la compréhension, puis est-ce que vous en avez vu, je vais vous envoyer la parole, M. Leblanc. Est-ce que vous voyez là le travail de vulgarisation scientifique qui est amorcé? Est-ce que les gens comprennent ce dont il est question? Parce qu'on nous a beaucoup parlé de permission, de crainte et d'espoir, mais est-ce que chacun des côtés est bien compris? Ça me semble incontournable, effectivement, d'avoir une bonne façon de communiquer, d'abord d'informer, d'abord de faire réaliser aux gens c'est quoi les données médicales, c'est quoi les renseignements médicaux, c'est quoi et qu'est-ce qu'on veut en faire et qu'est-ce qu'on ne veut pas en faire aussi. Et surtout, je crois on l'a bien entendu là aussi dans le VoxPop, les craintes existent, il y en a et il faut en tenir compte. Il faut présenter, je crois, la transparence doit être absolue. Il faut présenter, voici les bénéfices que vous et ou la société dont on va bénéficier si vous acceptez de partager vos données. Mais voici les risques, car il y en a. Et voici ce qu'on fait pour tenter de les minimiser au maximum, mais on ne pourra jamais avoir un risque zéro. Donc, ma petite expérience des 20 dernières années en communication des sciences me permet d'avancer que ça ne sera pas, c'est pas simple, c'est pas difficile, mais c'est pas simple. On peut pas juste parler aux gens comme ça. Il y a des personnalités différentes. C'est sans être du tête-à-tête ou du un à un. Ça peut être difficile d'expliquer la même chose à tout le monde à l'échelle de la société. Je crois qu'il va y avoir un travail de terrain un peu plus rapproché à faire avec les gens. Et puis, parce que moi-même, quand on m'a abordé pour ce panel-là, j'étais moi-même très peu connaisseur du sujet. Et j'ai eu quelques discussions, puis ça m'a permis de comprendre un peu plus de quoi on parlait. Mais je veux dire, moi, personnellement, en tant que journaliste et de citoyen, je serais très curieux de savoir, OK, concrètement, là, on veut faire quoi avec ça? On va faire quoi avec le fait que je suis allé à l'hôpital, moi, déjà, puis on a des données sur mon âge, ma face, puis mes problèmes de santé et les médicaments qui ont fonctionné ou pas sur moi ou toute autre information. Et on va en faire quoi? Et je me demande à quel point on parle beaucoup de l'importance de anonymiser ces données-là, qu'on puisse bien sûr pas retracer les personnes. Mais moi, en tant que citoyen, j'aurais la curiosité de savoir, mes données, elles ont servi à quoi concrètement? Quel projet, quel chercheur s'en sert? Et là, est-ce que c'est utile et dangereux ou pas de faire ça? J'en sais rien, mais je me permets de lancer la petite question dans l'arène. Envoyons-la peut-être à Mme Villalba. En fait, c'est intéressant parce que ce qu'on a entendu, c'est aussi que les personnes, ils prennent pour acquis que le système utilise déjà leurs données.
Je pense qu'on a entendu deux conditions aussi où les gens étaient plus d'accord à partager leurs données. Un, c'était de reconnaître que les données devraient nous appartenir, nos propres données devraient nous appartenir, ce qui n'est pas actuellement le cas dans le sens qu'on n'a pas facilement accès à l'entièreté de nos données actuellement, même si c'est pris pour acquis que les professionnels de la santé ont les informations nécessaires pour prendre les meilleures décisions pour notre santé. Donc, ça, c'est un. Et la deuxième chose qui a été soulevée dans le Vox Pop qu'on entend souvent, c'est le consentement. En autant que je donne mon consentement éclairé, oui, je serais d'accord que mes données soient utilisées. Et là, on voit le lien avec ce que M. Leblanc vient de dire, c'est qu'il y a quand même une acceptabilité sociale pour les données qui sont anonymisées. Mais même si elles sont anonymes, on a le droit, puis je pense que c'est ça qu'on entend des citoyens, on devrait pouvoir savoir qui a consulté notre dossier, que ce soit anonyme ou non. Mais au moins, on a le droit parce que de toute façon, ces informations-là existent. Pourquoi ne pas être transparent avec ces données-là? Et je pense qu'avec ça, bien, ça renforce, ça rassure la population, ça peut renforcer la crédibilité puis la confiance que les gens ont dans le système. Donc, on a entendu également qu'il y avait une certaine méfiance par rapport aux intentions, à l'éthique, qu'est-ce qui est fait avec mes données. Donc, je pense qu'il y a certains éléments, par exemple, dans le projet de loi 19 qui adressent ces questions et ces craintes-là. Par exemple, avec ce qu'ils appellent la journalisation des accès de données. Donc, qui a consulté mon dossier, quand. Et là, on peut l'utiliser pour les professionnels de la santé et même les chercheurs, pourquoi pas. Je pense que ça irait loin ça aiderait beaucoup pour renforcer la confiance de la population. Puis l'autre chose, c'est que les données suivent le patient, que je n'ai pas besoin, moi, de nécessairement collecter tout mon dossier médical dans un gros cartable comme le font les patients actuellement, mais que mes données puissent me suivre, mais que j'ai aussi accès en tout temps aux mêmes données que mon professionnel de la santé. C'est beaucoup ce qu'on entend aussi. Et très intéressant parce que est-ce que, puis là, réaction aussi aux vidéos initiales, M. Croteau, est-ce que les éléments mentionnés par Mme Villalba sont les mêmes j'en appelle à vous pour votre connaissance de la donnée de la ville. Faut savoir que M. Croteau a beaucoup travaillé sur la ville intelligente, sur les notions d'acceptabilité sociale de la donnée dans des trucs qui sont différents que ceux de la santé. Et donc, je vais vous traiter comme un spécialiste généraliste de la donnée. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu le même type de crainte ou de réserve? Est-ce que c'est correspondant ou c'est spécifique parce qu'il s'agit de, mon Dieu, mon battement de cœur ou un truc qui a rapport avec mon ADN ou d'autres données? Merci beaucoup. En fait, oui, c'est une bonne question, mais il faut comprendre que ce soit des données de santé ou d'autres données qui sont gérées par l'État ou les municipalités, la réaction des citoyens est exactement la même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je dirais, quelque chose de fascinant de voir à quel point, de façon générale, la population se pose énormément de questions et aussi met beaucoup de doutes sur l'usage des données par l'État et les villes, qui essentiellement se servent des données pour améliorer les services aux citoyens et non pas pour faire des profits, hein, bien entendu. Alors que personne ne se pose des questions fondamentales sur pourquoi on autorise aussi facilement des entreprises privées oui, tout à fait, à prendre nos données personnelles et les vendre. Et nous sommes les produits de commercialisation de ces entreprises privées et on se pose peu de questions sur l'éthique de l'usage de ces données et on donne une autorisation facile à toutes ces entreprises d'utiliser nos données personnelles sans remettre en question la légitimité ou encore qui a consulté mes données, pourquoi, à quoi va servir mes données. Et moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un paradoxe quand même assez incroyable où dans les municipalités, les gouvernements, il y a des remparts extraordinaires de vérificateurs généraux, de contrôleurs généraux, l'ombudsman, des processus légaux qui encadrent toutes les pratiques. Mais ça démontre aussi à quel point la population a de la difficulté à faire confiance en nos institutions publiques de façon générale.
Et ça, c'est grave parce que si on a moins confiance à nos institutions publiques de gérer nos données personnelles pour améliorer nos services de soins de santé, par exemple, mais qu'on ne se pose pas la question pour l'entreprise privée, peut-être que ça explique beaucoup de choses à ce qu'on voit en ce moment, à certaines dérives, là. J'ajoute peut-être à cette réflexion la notion en communication marketing, nous, on dit que si on ne paye pas pour un produit, c'est parce que c'est nous le produit. C'est le business model de Facebook, essentiellement. Donc, la plateforme est gratuite, mais c'est vous qu'on vend à des annonceurs. On accepte, on est très craintif du partage de la donnée, des éléments qui sont non anonymes, mais dès que vient un petit service pratique du type utiliser mes empreintes digitales pour déverrouiller mon téléphone ou même mon empreinte faciale maintenant pour déverrouiller mon téléphone. Là, tout d'un coup, j'ai plus peur. Je suis rassuré ou en tout cas, je fais l'équation de valeur d'une façon telle que je préfère donner ma donnée en échange du service. Est-ce qu'on vend bien l'avantage aux gens? Parce que s'ils sont craintifs, mais prêts à plier, dans le cas de compagnies commerciales ou dans le cas de services comme leur téléphone ou Facebook, est-ce que l'objectif de l'acceptabilité sociale devrait donc être leur faire comprendre l'intérêt collectif d'avoir accès à ces données? Puis peut-être que votre première réaction, Madame Dalba? Je pense que vous êtes encore sur mute. C'est ça. Je pense qu'il y a encore énormément de craintes qui pourraient être adressées. En fait, premièrement, comme le VoxPop l'a fait, en parlant dans des mots simples et accessibles, et arrêter d'utiliser du jargon. Je suis certaine que M. Croteau a déjà aussi vécu ça dans l'explication aux citoyens d'autres utilisations. Mais je pense qu'il y a encore plus de craintes par rapport à la santé. Il y a encore plus malheureusement, il y a une phrase qu'on n'oubliera jamais, que je ne vais pas répéter, du ministre de l'Économie, où les gens ont vraiment peur qu'on vende leurs données comme si on prostituait quasiment les patients pour faire de l'argent. Donc, on doit vraiment adresser ces craintes-là avec compassion, avec un langage accessible, comprendre où les gens sont pour pouvoir adresser leurs inquiétudes. Mais je pense que ce qu'on entend, c'est que si on l'explique le bienfait pour la société du partage de données et les mesures qu'on prendra pour bien protéger ça, quelles sont les balises? On a parlé d'organismes crédibles qui peuvent être les gardiens de nos données. Est-ce qu'on peut être rassuré que notre voisin qui est pharmacien ne va pas aller consulter notre dossier personnel s'il n'y a pas d'affaire à être là, par exemple? Donc, si on adresse proactivement ces craintes-là dans un langage accessible, en traitant les gens avec compassion et en reconnaissant que ces craintes sont quand même légitimes, je pense que ce ne sera pas très difficile d'aller chercher cette acceptabilité sociale. Mais si on impose, et comme on l'a vu pendant la pandémie, quand on impose des choses sans nécessairement les expliquer d'une manière accessible, c'est là qu'on a vraiment des gens qui sont plus réticents. Je vois, M. Poulin, votre doigt levé. Oui, je ne veux pas trop entrer dans le débat du paradoxe. C'est vrai que c'est paradoxal de voir qu'avec les Facebook de ce monde, on lit jamais les consentements parce qu'ils sont extrêmement longs et compliqués, puis qu'on signe ça, qu'on coche ça sans problème. Je veux juste faire la nuance que pour les citoyens, en général, les données de santé, c'est quelque chose de très sensible. Les citoyens, à tort ou à raison, n'ont pas l'impression qu'en donnant leur empreinte digitale ou leur reconnaissance faciale sur leur iPad, que c'est très sensible comme information. Alors, je veux juste faire cette nuance-là, parce que la notion du privé en santé, beaucoup de gens, quand tu leur parles des compagnies d'assurance, je ne veux pas que les compagnies d'assurance aient accès à mes données de santé, parce qu'évidemment, ça aurait des impacts majeurs sur un paquet de choses. Alors, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe là, qui est sous-jacent. Moi, je vais revenir sur une phrase de M. Laviolette, là, que j'ai pas eu le bonheur de connaître, là, quand il dit de faire équipe avec les patients pour innover. Ben là, ce dont Mme Bleba parlait, ça fait partie de cet objectif-là. Si on veut faire équipe avec les patients, il faut être transparent avec les patients. Ça, c'est comme une condition sine qua non. Puis être transparent, c'est expliquer les choses
c'est demander des consentements, ou sinon, c'est d'expliquer à quoi nos données ont servi. Il faut qu'il y ait des rétroactions. Tu sais, sur le plan collectif, là, il y a une transparence qu'on doit avoir. Puis évidemment, pour que ce soit transparent, il faut qu'il y ait une volonté, mais il faut aussi que ce soit expliqué clairement, vulgarisé, etc. L'autre façon, moi, que je veux amener de faire équipe, il faut impliquer les patients, des citoyens et citoyennes dans la construction de l'acceptabilité sociale. Madame Jabet parlait tantôt du FRQ, des groupes de travail. Y a-t-il plusieurs citoyens impliqués dans ces groupes de travail? On parlait du projet de loi 19, par exemple. Le projet de loi 19 prévoit que dans chaque établissement, il y aurait un responsable d'accès aux données, puis qu'il y aurait un centre d'accès régional. Ben moi, je voudrais, puis je le dis très, très clairement, je voudrais qu'il y ait des co-responsables dans chaque établissement qui seraient des patients ou des citoyens. Puis je voudrais que dans le centre d'accès régional aux données, que ce soit paritaire, qu'il y ait autant de patients citoyens que de chercheurs, cliniciens, gestionnaires et autres. Et ça, c'est une des manières de mettre les patients dans la gouvernance des données, de s'assurer justement de ce dont on parle. Parce que ces patients-là, ils vont vouloir que les choses soient transparentes, soient accessibles, soient simples. Donc, de sortir le débat de juste la tête des chercheurs, des soignants, des professionnels, dont le point de vue est essentiel là, pour aussi l'utilisation des données, mais que le fameux contrat social, le pacte social dont on parle monsieur Laviolette, ben, ça en fait partie, ça. Il faudrait davantage que la science soit plus proche des gens. Puis une des façons, c'est pas la seule, mais une des façons, c'est certainement d'impliquer les patients citoyens dans la gouvernance. Puis ne jamais oublier qu'un patient ou une patiente qui est impliqué dans un comité XY, mettons sur l'acceptabilité sociale des données ou autre, là, c'est un multiplicateur dans son environnement. Cette personne-là explique des choses à sa famille, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis tel comité. Puis il y a un effet multiplicateur fort important. Alors, il faut sortir ces questions-là, ce que j'appelle des silos scientifiques. Il faut que la science partage davantage avec les patients. Et ça, c'est une façon de faire équipe. Moi, j'aime bien la notion de faire équipe. Nous, on utilise beaucoup, les patients, le terme de co-construction. Il faut être avec les gens. Il ne faut pas juste se faire consulter sur la couleur des murs. Il faut être présent au moment de prendre des décisions d'orientation sur de la campagne de transparence, etc., d'ouverture. Et à quoi? Puis toute la question du consentement, toute la question du privé. En même temps, le privé, c'est embêtant. Je termine là-dessus. Les gens ne veulent pas qu'on marchandise leurs données. Ça, je l'entends beaucoup. En même temps, ben, les associations de patients qui travaillent avec les pharmaceutiques, ils voient bien que l'avenir de trouver des nouvelles molécules et des nouveaux traitements, ça passe par là. Par contre, on a toujours le défi, puis quand j'étais à l'INES, souvent, on examinait un nouveau traitement, puis les seules données probantes qu'on avait, c'était à la compagnie qui produisait le traitement. Alors, tu sais, quand on parle de données indépendantes, c'est un peu difficile. Alors, bref, il faut amener les patients au cœur de la gouvernance si on veut vraiment faire équipe, puis s'assurer de ne pas tomber dans des dérapages, des dérives à ce niveau-là. Pour Madame Jabet nous mentionne justement là, dans le chat que oui, il y a des patients et des citoyens sur les groupes de travail des fonds de recherche, du fonds de recherche, mais assez dire pas suffisamment. On peut faire mieux et on doit faire autrement, nous mentionne-t-elle. Donc, je le vois passer dans le chat, je voulais rapporter. Il y a donc cette notion importante de transparence, puis M. Leblanc, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, là, on peut pas leur dire que tout va bien aller puis qu'il y a un risque zéro au niveau des données. Comment est-ce qu'on gère? Puis M. Poulin le mentionne bien, c'est qu'à la fin des courses, il y a un intérêt collectif à ce que les données, ou en tout cas, si vous êtes assis autour de cette table-là, c'est parce que vous pensez qu'il y a un intérêt collectif à ce que la donnée soit utilisée pour développer la science. Sinon, je ne sais pas ce que vous faites dans ce colloque-ci, mais il y a donc comment on fait pour utiliser une meilleure compréhension pour une meilleure acceptabilité sociale, ou comment on traite ce besoin de transparence-là ou d'information pour le patient ou le citoyen? C'est sûr que la communication scientifique, tout azimut, est un défi et est une science en elle-même, ou presque, ou est un art du moins. Là. Il y a des façons de communiquer la science et elle varie en fait selon l'auditoire à chaque fois, selon je dis l'auditoire, mais ça peut être le lecteur, le téléspectateur, le YouTuber, peu importe. Mm-hmm. Mais je pense que cette partie-là où on va devoir informer, parce qu'on veut que les gens prennent une décision informée, et puis le mot-clé est là, informer. Comment on informe? Comment on s'assure que le message est bien passé? Et ça ne signifie pas convaincre, ça signifie vraiment informer pour que la personne en face puisse prendre sa décision.
en présentant les risques et les bénéfices. Moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sans être une personne à la fois, on ne pourra pas s'adresser de la même façon à des jeunes, puis à des aînés, puis à des gens très malades, puis à des gens qui vont presque jamais, qui ont besoin d'à peu près jamais de soins. Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Moi, j'ai la chance d'avoir aucun problème de santé et d'être très loin, moi, de ces questions-là en ce moment. Puis, j'aurais besoin qu'on m'explique les choses différemment de quelqu'un qui a plusieurs maladies chroniques puis qui est abonné aux hôpitaux ou aux salles d'urgence en continu ou peu importe la situation. Donc, il va y avoir une grosse partie de l'énergie, à mon avis, va devoir être consacrée à, ben, regarde, on a une force de communication pour tel type de personnes, une autre force pour tel autre type. Pour les plus jeunes, on passe par TikTok ou pour, je dis n'importe quoi, mais il y a établir le canal d'abord, s'assurer d'avoir le bon canal, puis vous êtes en marketing, M. Maillot, en communication, vous savez très bien que faire passer un message, ça se fait pas, ça s'improvise pas. Il faut creuser la question puis voir à qui on parle puis comment on s'y prend. Moi, j'aimerais aussi, je me permets, excusez-moi la parenthèse, je m'en vais un peu champ gauche, là, mais on parle beaucoup on parle beaucoup des bénéfices. M. Poulain disait tout à l'heure, marchander les données. Bon, oui, je pense que tout le monde est frileux par rapport aux compagnies d'assurance parce que clairement, on n'en bénéficiera pas. Ça va être à notre désavantage, mais marchander nos données aux pharmaceutiques dans le but d'améliorer notre société quand même en bout de ligne, même s'il y a des gens qui encaissent des profits quelque part dans le parcours. Pourquoi, et je me fais carrément un peu l'avocat du diable, mais pourquoi pas? Pourquoi pas vendre nos données en tant que société à ces compagnies-là si le bénéfice, si ça fait rentrer de l'argent dans les coffres de l'État puis qu'on en tire profit en bout de ligne? Bon, c'est un Il y a petit un peu enjeu. peut-être, là, mais... Visiblement, il y a un enjeu de confiance envers le système, envers le système. Moi, je vérifie l'indice de confiance des professions. Je vois celle des journalistes qui ont pris un petit peu d'embellie grâce à la COVID, mais ce n'était pas une trajectoire ascendante depuis quelques années. Non, nous, les publicitaires, on se situe au bas de l'échelle, c'est correct. On est habitué, ça va. Mais je vois qu'il y a donc cette espèce de défi de confiance, donc la marchandisation à condition que ce soit dans l'intérêt collectif. Et je pense que c'est le bout où on a besoin de convaincre. Et là, la tentation, quand on arrive difficilement à convaincre, et c'est pour ça que c'est une table sur l'acceptabilité sociale. La tentation, c'est d'offrir de ce qu'on appelle des opt-out, donc de permettre aux gens de sortir et de ne pas partager leurs propres données, mais ce qui implique, je serais curieux de vous entendre, M. Croteau, parce qu'à partir du moment où seulement les gens qui veulent participer participent, le jeu de données devient forcément inégal. Et on se retrouve avec des gens qui ont un intérêt parce qu'ils sont malades. Et donc, on a juste du monde malade dans les données. Est-ce que c'est représentatif de la population générale? Comment est-ce qu'on fait pour garder un jeu de données plutôt impartial, alors qu'on veut donner aussi à la fois un consentement éclairé aux gens. Donc, comment est-ce que vous avez joué avec ça dans d'autres dossiers? En fait, c'est toute la question du consentement qui est vraiment complexe à gérer. Du moment où vous avez une cueillette d'informations, de données, quelle qu'elle soit, que ce soit par des comptes citoyens dans les différents services gouvernementaux, que ce soit des capteurs sur le domaine public qui prennent de l'information sur les déplacements, sur la pollution, sur un paquet de données. Comment on fait pour gérer le consentement? Comment on peut identifier la donnée qui est réellement liée à une personne? Donc, en santé, c'est plus simple parce que vous avez votre dossier santé. Il y a donc une capacité à venir identifier. Et l'autre élément important par rapport au consentement, qui est lié justement à la question de confiance, c'est où est entreposée nos données? Qui va avoir accès à cette base de données? Et l'autre question, et la question inquiétante qui était évoquée par le ministre, vous l'avez mentionné, là, la citation du ministre de l'Économie par rapport à la manne économique que pouvaient représenter les données de santé, mais ce sont des éléments qui, justement, doivent être posés
et regarder attentivement et de quelle manière dans la formule informatique on peut intégrer la question de consentement. La question de consentement est facile à gérer lorsque vous avez un compte client et que ce sont vos données personnelles, par exemple, votre dossier médical sur Accès Santé. Il y a là une façon facile de donner son accord ou non. Ce qui est plus difficile, c'est lorsque la donnée n'est pas liée directement à un compte personnel. Et là, c'est flou. Et là, on rentre dans une espèce de vide qui n'est pas évident à gérer. Et il n'y a pas de jurisprudence jusqu'à maintenant qui a déterminé de quelle manière on pouvait arriver à garantir qu'on respecte ce consentement. Il n'y a pas de formule qui nous permet d'y arriver. Cela dit, je renchéris sur la question là, des données en santé. Quand je parlais du paradoxe tantôt, c'est évident que lorsque le gouvernement du Québec annonce qu'il fera d'énormes économies en millions de dollars, en centaines de millions de dollars par année, grâce à une entente avec Amazon pour entreposer les données personnelles des citoyens québécois plutôt que d'acheter leurs propres serveurs qu'ils vont sécuriser eux-mêmes, et que la semaine suivante, vous avez le ministre de l'Économie qui vient dire « Hey, ça serait une bonne chose de peut-être utiliser et vendre les données de la santé », vous avez là une équation excessivement dangereuse et qui ne donne pas confiance. Et ça, je le comprends. Et c'est inquiétant que des gens qui sont au pouvoir puissent se réjouir d'entreposer les données des citoyens québécois dans un serveur privé qui est probablement aux États-Unis et que parce qu'on fait des économies, ben c'est une bonne nouvelle. Moi, ça m'inquiète parce que, petite parenthèse, même si les données sont anonymes, avec un bon outil d'intelligence artificielle, avec un croisement de données informatiques, on peut facilement identifier un individu maintenant. Donc, c'est pas vrai que c'est impossible d'empêcher. Il faut justement sécuriser le tout. Et moi, quand je vois ces messages-là, ben, je serais aussi inquiet que les citoyens peuvent l'être sur l'utilisation des données. Donc, oui, une réponse, c'est pas évident de pouvoir gérer le consentement dans toute ces dédales. Recevoir nos médicaments directement par Amazon à la porte, c'est fantastique. Est-ce que, Madame Villalba, sur cette façon d'utiliser la donnée, cette façon de la gérer, sur la dernière intervention de M. Proto, peut-être? Oui, bien, en fait, nous, on a fait des consultations aussi auprès des patients partenaires et des organismes en oncologie. Et une des choses qu'on a entendues, c'était que ça aiderait les gens à se sentir plus confiants si les données étaient entreposées ici au Québec. Parce qu'ils font, par exemple, dans le projet de loi encore, on faisait des consultations sur le projet de loi 19 sur les données en santé et on disait, si toutes ces balises-là, les pénalités pour une mauvaise utilisation des données, une pénalité très forte et décourageante, un désincitatif à aller jouer dans les données qui ne nous concernent pas, si tout ça a été mis en place au Québec, mais que les données étaient entreposées ailleurs, comment est-ce qu'on peut être rassuré que les règles qui ont de l'acceptabilité sociale sont aussi appliquées ailleurs? Et comme on a vu, même pendant la pandémie, avec, par exemple, juste l'accès aux vaccins, on n'avait pas accès parce qu'on n'avait pas de manufacturier, mais c'est un peu la même chose avec l'entreposage, dans le sens que si on n'a pas nos règlements qui s'appliquent à l'entreposage, à la sécurité des données, des fois, quand c'est ailleurs, on peut pas prendre pour acquis que les règles seront appliquées de la même manière. Et je pense que là, et oui, on pense, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est la notion de valeur et pas de coût. Donc, peut-être que de l'entreposer au Québec coûtera plus cher, mais la valeur, elle est plus grande parce qu'on peut avoir plus de confiance, parce qu'on dit qu'on veut encourager l'économie locale et on a des entreprises qui pourraient bien faire ça ici. On parle du Québec comme un centre d'expertise en intelligence artificielle, par exemple. Alors, pourquoi pas vraiment se doter utiliser cette expertise pour se doter d'un cadre qui, à la fois, rassure la population,
et renforce l'économie locale. Donc là, on parle d'une valeur qui est plus grande que juste le simple coût que Amazon peut le faire moins cher, oui, mais si jamais il y a un autre président aux États-Unis ou s'il y a les frontières vont fermer ou quoi que ce soit, des choses imprévisibles, comme la pandémie nous a bien montré, bien là, ce serait hors de notre contrôle. Donc, pour ça, je pense que c'est très important et ça aiderait avec l'acceptabilité sociale que les gens ont si on est confiant que la structure, puis là, ça va être important de décrire en détail quelle est la structure de gouvernance. Et M. Poulin a parlé de co-construction et donné un rôle important aux patients, aux citoyens. Je pense que ça aiderait aussi pour la confiance. Mais après ça, est-ce qu'on peut aussi communiquer quelles sont les conséquences d'une mauvaise utilisation, d'une application non éthique de ces données-là? Comment est-ce qu'on peut s'assurer de la sécurité? Parce que les cyberattaques, ça devient de plus en plus commun. Les gens sont un peu traumatisés par la fuite, l'attaque des données chez Desjardins, par exemple. C'est quelque chose qui vient à l'esprit quand on parle de données en santé. Oui, mais je ne veux pas que mes données soient volées comme ça a été le cas chez Desjardins. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que ça serait important. Moi qui allais proposer de garder les serveurs au Québec, les mettre dans le coffre-fort de Desjardins, je pense que ça ne fonctionnera pas. Alors, écoutons. C'est une boutade, mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Ça a marqué les esprits, puisque pour avoir déjà travaillé avec la marque, c'est la grande majorité des Québécois qui ont un compte chez Desjardins et qui donc se sont retrouvés qu'ils soient actifs ou pas, là, ce compte-là. Mais c'est donc la grande majorité de nos données qui sont parties toutes en même temps. Et donc, je m'inclus, là, j'en fais partie. Et donc, ça a marqué beaucoup les esprits parce que tout d'un coup, c'est devenu très concret et personnel au lieu d'être abstrait et un risque théorique. Ça s'est changé en un risque plus proche. Pour la majorité d'entre nous, ça n'a eu aucun impact, mais on en a beaucoup entendu parler dans les médias. Alors, c'est sûr que ça n'a pas contribué à l'acceptabilité sociale, là, si je reviens sur le thème. Monsieur Poulin, vous étiez en mouvement, là. Oui, juste rajouter là-dessus, la transparence entre l'État québécois et les citoyens ne doit pas être sous le sceau de l'infantilisation. Et l'infantilisation, c'est de prendre des décisions en haut, de ne pas consulter, de ne pas mettre les enjeux sur la table. Alors, il faut dire les choses. Le risque zéro, je pense que c'est M. Leblanc qui en a parlé tantôt, ça n'existe pas. Il faut le dire. Il faut arrêter de se cacher oui, on a les systèmes sécuritaires, il n'y a pas de problème. Il faut le dire. Il faut dire, voici les enjeux. Donc, il y a des risques. C'est impossible qu'il n'y ait pas de risque à partir du moment qu'on réunit toute une somme d'informations au même endroit. Mais il y a des avantages et des bénéfices. Il faut les expliquer. Puis il faut, dans cette conversation-là avec les citoyens, de prendre une décision éclairée. Une décision éclairée, ce n'est pas une décision parfaite, c'est la meilleure décision possible. Il y a beaucoup de patients dans des comités qui siègent, d'ailleurs sur une table de santé numérique, qui remettent même en question, est-ce que c'est bon de centraliser les données aux mêmes endroits? Est-ce qu'on ne serait pas mieux d'être dans une décentralisation? Parce que ça permettrait que s'il y a une faille, parce que les pirates, les hackers trouvent toujours une faille quelque part, ça va limiter les dégâts. Par contre, ça a d'autres impacts, ça a d'autres inconvénients de décentraliser les données. Mais il faut avoir cette conversation-là. Il faut que ce soit clairement exprimé, clairement dit. Puis en passant sur la question de la diffusion, de la vulgarisation, comme vous disiez tantôt, les médias sont parfois pas très perçus positivement, malheureusement, les publicitaires, etc. Si on avait plus de patients impliqués dans l'ensemble des structures de gouvernance, ils pourraient devenir des porte-paroles, ils pourraient devenir des vulgarisateurs, ils pourraient devenir des diffuseurs, et ce seraient des citoyens qui parleraient à d'autres citoyens, à l'ensemble des citoyens. Ils pourraient travailler en co-construction avec les scientifiques. Je pense que les scientifiques, sauf une certaine tranche de la population qui est un peu fervente du complotisme, mais je pense que les scientifiques ont acquis beaucoup de crédibilité dans la pandémie en général. Donc, c'est aussi une occasion, une opportunité à faire. Mais tout ça pour dire qu'il faut qu'on ait des débats adultes, des débats matures, en mettant les vraies choses sur la table.
puis en arrêtant toujours de sécuriser les enfants que sont les citoyens. Ils n'ont pas besoin d'être sécurisés par le mensonge, ils ont besoin d'être sécurisés par un débat ouvert, par un débat serein, où ils ont l'occasion d'exprimer et d'entendre l'ensemble des enjeux et de prendre par la suite des décisions. Puis vous savez, l'acceptabilité sociale ne fait pas foi de tout. Je suis de la région de Québec, on vient de se faire imposer par le ministre de l'Environnement une norme qui multiplie 4 fois le nickel dans l'air, et il n'y en a pas d'acceptabilité sociale, je peux vous le dire. Moi, je demeure à Limoilou, puis si on interroge les gens autour, les gens trouvent ça aberrant, abominable. Alors, c'est aussi, l'acceptabilité sociale devient aussi parfois, malgré nous, des enjeux politiques aussi, qu'on ne peut pas nier malheureusement, et qu'il faut rester extrêmement vigilant là-dessus. Puis notamment sur la question de la privatisation, puis d'envoyer ça ailleurs. Je vais vous donner, en terminant, un dernier petit enjeu. Le gouvernement veut utiliser davantage le privé là, pour désengorger les listes d'attente, etc. Bien, les cliniques privées, là, ils vont traiter comment les données? Parce qu'ils accumulent des données sur leurs patients en privé. Puis c'est pas des données qui sont publiques, c'est l'assurance maladie pas dans le décor, etc. Et qu'est-ce qui va arriver avec les données? Est-ce qu'une clinique privée qui appartient à 2 médecins qui vend ça à un consortium américain, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les données? Il n'y a personne qui en parle de ça. Alors, c'est pour ça que l'État manque de transparence sur ces questions-là. Et au fur et à mesure de faire ça pendant quelques mois, quelques années, bien, on va développer une littératie chez les citoyens, bien, on va développer une compétence citoyenne par rapport à ces questions-là, et non pas en leur cachant les principaux enjeux. Voilà. Monsieur Poulin a raison sur un des aspects qui est intéressant dans le rapport sur la confiance des différentes sources de Edelman, la firme de relations publiques. Ils sondent l'indice de confiance de différentes professions, différents groupes, et une personne comme moi, donc la proximité, c'est le groupe de personnes qui a le plus augmenté en confiance chez les citoyens. On le voit d'ailleurs, on se fie beaucoup moins aujourd'hui aux critiques de restaurants institutionnels et beaucoup plus à je vais nommer une marque, là, mais à des TripAdvisor de ce monde où il y a des sociaux ratings, là, donc des notes données par les autres usagers. Et cet aspect-là a énormément grandi dans notre société. Il y avait des petites questions dans notre chat, une pour Monsieur Leblanc. Quelle forme devrait, face aussi à la question de Monsieur Poulin, de dire on doit amener les citoyens à vitesse, on ne doit pas leur cacher des informations, avoir des conversations difficiles avec eux si c'est des conversations difficiles, mais pas noyer le poisson. Alors, quelle forme devrait prendre l'éducation aux citoyennes et aux citoyens? Question de, j'espère que je vais le dire comme il faut, Madame Gonçalves. Une question de Jeanne, que je connais. Bonjour, Jeanne. Je crois que cet aspect-là, et monsieur Poulin il y a des éléments de réponse dans ce que monsieur Poulin vient de dire. Là. Moi, j'ai pour mon dire que faire de l'éducation scientifique, ce n'est pas inculquer des savoirs, c'est élargir une compréhension, c'est d'aller dans la mécanique. Que ce soit de comment la science se construit. Pourquoi les chercheurs ont besoin de vos données? Comment concrètement ils vont utiliser ça? Comment? Les communicateurs scientifiques comme moi, c'est notre job de raconter un narratif, de rendre ça intéressant, ce genre de choses-là, puis de faire des articles de magazine qu'on a envie de lire jusqu'à la fin, par exemple. Donc, pourquoi ils ont besoin de données? Les questions de risque, comment il peut être réduit ce risque? Comment ça marche un pirate? Qu'est-ce que ça fait un pirate informatique? Puis comment ça s'y prend pour aller chercher des données? Puis Donc, je crois qu'au-delà d'expliquer vraiment des savoirs, il y a avant tout des compréhensions, faire réaliser que, regardez, la méthode, la démarche scientifique, générer du savoir scientifique, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Ça peut prendre 10 ans, ça prend beaucoup de données, ça prend ci, ça prend ça, on s'y prend de telle façon, éliminer des biais, tout ça. Fait que c'est ça, c'est un travail de longue haleine qu'il faut distiller tranquillement. Parce que pour des gens non initiés à la science, ça peut être costaud, ça peut être lourd, donc il faut y aller une bouchée à la fois. Moi, c'est ça, c'est pas juste donner des explications pour donner des explications, c'est pour faire, comme encore l'a dit M. Poulin, créer une compétence citoyenne, que le citoyen sait de quoi on parle et comprend de quoi on parle. Quand on parle de je vais accepter de rendre mes données accessibles parce que je sais comment fonctionne la science de l'autre côté. Et je sais que du côté des risques, je sais comment ça marche, ou à peu près, par exemple, le risque du pirate informatique. Et je comprends que les moyens mis en place ou les serveurs utilisés, ou peu importe, me garantissent au mieux la sécurité.
Je serais curieux d'entendre aussi M. Croteau. Il y a cette, par rapport à ce que M. Leblanc vient de mentionner, cette notion de risque zéro qui n'existe pas. On nous parle aussi dans le chat qu'il y a des risques à ne pas utiliser les données. Donc, ça, est-ce que c'est compris? Mais surtout, est-ce que c'est pas juste mettre toutes nos données en commun plutôt que d'avoir certaines personnes dont les données partent vers du privé? C'est pas une façon un peu socialiste. On met toutes nos données ensemble et on est donc collectivement plus fort. Est-ce qu'il y a un cas à faire? Est-ce qu'on est capable de vendre cette idée-là au niveau de l'acceptabilité sociale aux citoyens? Il y a un gros déséquilibre des forces en présence entre les institutions publiques et le secteur privé en matière d'utilisation et de gestion des données. Il faut savoir que les institutions publiques, puis vous le voyez souvent dans les nouvelles, leur capacité à transformer numériquement leurs services est excessivement difficile. Ils n'ont pas souvent la main-d'œuvre suffisante à l'interne ou encore les ressources financières qui leur permettent de rivaliser avec les entreprises privées. C'est pour ça que souvent, les gouvernements sont un peu à la merci de contracter des ententes avec les entreprises privées pour pallier à leurs lacunes en matière informatique. Je me souviens, à l'époque, quand je suis arrivé au comité exécutif de la Ville de Montréal, j'étais responsable des technologies de l'information, le taux de désuétude informatique à la Ville de Montréal était de 80 %. Donc, vous avez des systèmes qui ne se parlent pas, vous avez des systèmes où la donnée est difficilement extractable pour mettre à un endroit, et là, vous avez des défis énormes à gérer dans l'institution publique. D'autre part, il est beaucoup plus souhaitable que les données soient publiques et que toutes et tous puissent les utiliser et en avoir accès, que ce soit en termes de transparence démocratique, de prise de décision. Et toute la question de la culture de prise de décision par la donnée est ma foi, assez difficile à intégrer dans les administrations publiques pour toutes les raisons que je viens de vous mentionner. Ce qui n'est pas le cas dans les secteurs privés où on a appris depuis longtemps que la donnée est une variable très importante pour accentuer l'innovation qu'on va créer à l'intérieur. Donc, il faut le voir dans une perspective de développement d'innovation aussi. Il faut le voir dans une perspective de transparence démocratique et aussi d'amélioration des services. Est-ce que des risques zéro, ça fait des années qu'on essaie de gérer à risque zéro, ça nous mène dans le statu quo et on ne bouge pas parce qu'on a peur de prendre des risques. Il faut à un moment donné, si on veut créer l'innovation, l'innovation veut dire faire de l'expérimentation et faire de l'expérimentation, ça veut dire échouer et gérer le risque. Donc, je suis très allergique au risque zéro si on veut changer nos façons de faire et à transformer nos sociétés. Il va falloir apprendre à gérer le risque si on veut transformer nos systèmes. Si on décide de ne pas gérer le risque et de rester là, ben, ça ne bougera pas, ça va être le statu quo. Il n'y aura rien qui pourra avancer. Et on le voit dans tous les niveaux. Alors, moi, je suis davantage pour une question d'apprendre à vivre avec le risque. On prend beaucoup pour acquis à ce moment, apprendre à vivre avec quelque chose d'autre, là. Mais cette question de risque, elle est inhérente à l'innovation et on ne pourra pas innover si on ne prend pas de risque. D'ailleurs, petite parenthèse, juste avant de terminer, il y a une conférence il n'y a pas si longtemps où on discutait avec une entreprise, avec le gouvernement allemand qui se disait très, très fier par son haut taux d'échec dans le développement de nouvelles initiatives. Parce que ça voulait dire qu'il faisait de l'expérimentation. Parce qu'il n'y a pas d'échec s'il n'y a pas d'expérimentation. Ça veut dire que si on a un taux de succès à tout coup qui est de 100 %, ça veut dire qu'on n'a pas innové, qu'on n'a pas changé les choses. Donc, pour être capable d'innover et de changer nos façons de faire, ça veut dire qu'il faut avoir un taux d'échec et un taux de risque élevé. Toujours se fier sur le gouvernement allemand pour performer, même performer l'échec. Dites-moi, est-ce que vous plaidez, donc, Monsieur Croteau, est-ce que vous plaidez pour l'open data? Est-ce que l'open data se peut en santé? Tout à fait, mais pas toutes les données. On parlait de gouvernance des données tantôt. C'est un élément fondamental, la gouvernance des données, c'est-à-dire quelles données peuvent être publiées,
lesquelles valent la peine. Est-ce que c'est pas toutes les données qui sont utiles, là? Il y a aussi se poser la question. Parce qu'il y a des stratégies de données ouvertes qui sont ouverture par défaut. C'est-à-dire qu'on ouvre tout. Mais vous allez avoir des ensembles de données qui servent à rien. Puis ça, bien, ça va en compte même de la sobriété numérique qu'on doit se doter comme institution. Alors, il faut avoir plus une stratégie de données ouvertes, la libération par design, c'est-à-dire qu'à l'avance, on sait à quoi va servir et on va donc s'assurer que cette donnée-là va servir à quelque chose et on sait à l'avance quand est-ce qu'elle va être détruite, qu'elle ne sera plus utilisée. Parce qu'il faut le mentionner, là, on parle de données, de stockage de données depuis tantôt. Actuellement, sur la planète, si on suit le même rythme que nous avons actuellement sur l'entreposage et la génération de données et l'utilisation des technologies numériques pour avancer avec l'utilisation des données, dans 10 ans, l'énergie nécessaire pour alimenter les serveurs et les technologies sera la même que toute l'énergie nécessaire à tous nos besoins sur la planète actuellement. Donc, c'est impossible de se rendre là. On est devant un mur de pollution numérique qu'il faut adresser et c'est pour ça que l'ouverture des données, oui, mais avec un cadre de gouvernance très strict qui permet justement d'intégrer la question de la démocratie, de la transparence, de l'anonymisation, de la sobriété numérique, d'inclure la question de l'environnement. Dans tout ça, il y a plusieurs facettes qui sont à prendre en compte et les acteurs publics doivent le faire. Sinon, on va perdre le contrôle puis ça va être la banqueroute. Absolument. Absolument. Et il y aura sûrement une donnée quelque part sur le nombre de données qu'on accumule, ce qui est toujours intéressant. Madame, j'ai vu dans le chat, Madame Villalba, est-ce que vous voulez nous parler? Madame Jabet nous demandait s'il y a des initiatives ailleurs dans le monde ou dans d'autres domaines de santé qui peuvent nous inspirer pour établir un dialogue, participation citoyenne. Et vous nous citez l'exemple de l'Institut national du cancer en France. Alors, est-ce que vous voulez l'expliquer pour le bénéfice de nos auditeurs? Oui, bien sûr. Bien, en fait, c'est parce que récemment, on avait invité quelqu'un de l'Institut national à nous parler de comment ils avaient développé une stratégie décennale de lutte contre les cancers. Et une partie que j'ai trouvée très intéressante, c'est qu'ils ont vraiment fait ça avec les citoyens. Et juste comme exemple, ils sont très transparents par rapport à non seulement les indicateurs, mais comment ils arrivent à ces objectifs-là, où est-ce qu'ils sont rendus par rapport à ça. Et ils ont consulté, ils ont eu 23 000 votes de citoyens par rapport à des questions qu'ils posaient. Et ils ont écouté également pour bâtir cette stratégie-là. Donc, ils ont eu plus de 500 nouvelles propositions, ils les ont intégrées. Ils travaillaient déjà avec la Ligue contre le cancer et France Asso Santé, qui est comme, un peu comme nous. Là, c'est des organismes qui regroupent plusieurs associations de patients, entre autres. Mais ils ont aussi parlé directement aux citoyens. Voici ce qu'on pense faire, que pensez-vous, est-ce qu'on a oublié des choses? Et ça a pris 1 an au complet, mais je pense que cette approche-là de réellement écouter, comme on parlait tantôt, là, comme M. Poulain le mentionnait, au Québec, malheureusement, on est un peu, des fois, on est trop paternaliste là, avec les enfants, avec les citoyens, en fait. On les traite comme des enfants dans le sens qu'on pense qu'ils ne peuvent pas avoir leurs propres données, ils ne vont pas comprendre, ils vont être trop inquiets, ils vont être en détresse. Mais j'aime beaucoup cette approche-là que l'INCA, l'Institut national de cancer en France, a pris, où on posait des questions aux citoyens et on les écoutait sincèrement, comme si, parce que c'est le cas, ils étaient experts de leur propre vie avec la maladie et de ce qu'ils veulent avoir dans les politiques de santé. Mais dans notre cas ici, c'est qu'est-ce que les citoyens veulent voir avec leurs données en santé. Si on leur demandait, si on les impliquait, si on co-construisait en partenariat avec les patients et qu'on ne faisait pas pour les patients, mais avec les patients, là, il y aurait beaucoup plus d'acceptabilité sociale. Et comme je pense que M. Poulain l'a mentionné aussi, quand on parle de communication, bien, si on implique, et je sais que, par exemple, le centre de recherche de l'Université de Sherbrooke le fait exceptionnellement bien en recherche, ils ont un comité stratégique qui
aide les chercheurs à concevoir même la question de recherche, les feuilles de consentement, pour que ça soit dans un langage qui déjà, dès le début, encourage la participation des patients. On explique les choses dans une manière qui fait du sens aux patients parce qu'on les a impliqués dans la construction de ces formulaires de consentement et de recrutement, par exemple. Donc, cette approche-là, si on l'applique plus largement à la communication, si on explique, comme quelqu'un avait dit dans le chat aussi, si on explique les bienfaits de la recherche, si on explique, même pour la recherche dans le privé, si on explique pourquoi ça va être utilisé, c'est quoi le bénéfice pour la société et quelles balises sont là pour s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise utilisation. Si on le fait déjà avec des patients qui vont déjà nous dire « Ah, mais si vous le dites comme ça, je ne vais pas vouloir utiliser ce mot-là ou utiliser une façon plus simple ou qui fait du sens. Moi, je n'utiliserai jamais ce mot-là. Pourquoi vous l'utilisez? » Des fois, le gouvernement et les chercheurs aussi sont coupables de faire ça. Ils vont utiliser des mots qui font du sens pour eux, mais pas pour les citoyens. Et donc, si on veut une adhérence, une acceptabilité sociale, on doit vraiment parler dans le langage qui fait du sens pour les utilisateurs. Et là, je pense qu'on a même, il devrait y avoir plus d'implication des usagers. On a déjà des comités d'usagers dans chaque établissement de santé. On pourrait déjà utiliser ces gens-là. Il y a déjà des bureaux de partenariat dans tous les établissements également. Là, on trouve vraiment des patients partenaires qui sont formés, qui sont habitués à donner leur expérience. Je pense que ça peut même augmenter et se déployer davantage. Mais on a déjà certains outils pour faire cette consultation-là. Et je pense qu'on devrait s'en inspirer. On a déjà des bons exemples ici au Québec, même avec l'unité SSA au Québec qui fait des consultations aussi sur les données citoyennes. Et je pense qu'on doit, comme on commence à zéro, on doit commencer bien. Puis ça implique avoir des patients partenaires dès le début. Dites-moi, peut-être, je vais aller du côté de M. Croteau en premier. Dites-moi, qu'est-ce qui reste à mettre en œuvre? Si on veut atteindre cette acceptabilité sociale, puis là, on a plusieurs thèmes qui se recoupent depuis le début de notre conversation, fort intéressantes par ailleurs. Quelles sont nos prochaines étapes? Qu'est-ce qu'il nous reste à accomplir? Quel serait votre prochain premier petit pas? Je vais faire le tour là, de mes panélistes, mais peut-être que, à moins que quelqu'un veuille se lancer, je vous enverrai ça à M. Croteau. En fait, mon premier pas serait un pas de recul et non d'avancer. Et ce serait justement de se doter d'une gouvernance de la donnée au gouvernement, de revoir nos pratiques en matière de gestion de données, de se doter de remparts éthiques et responsables de gestion des données. Par exemple, une charte des données numériques pour pouvoir rassurer la population en pleine transparence pour dire exactement comment seront les gérées, par qui, pourquoi, puis comment par la suite elles seront entreposées et quand est-ce qu'on va les éliminer. Se donner un cadre de gouvernance des données et toute une infrastructure justement liée à ça, c'est la première chose à faire, tout d'abord pour envoyer un message sur comment on va travailler à l'interne, comment on va utiliser les données, mais aussi comment on va rassurer la population. Il faut faire preuve de davantage de transparence, mais le premier pas à faire est un pas de recul parce qu'actuellement, on avance à l'aveugle et on improvise bien souvent et on va trop rapidement sur certains éléments fondamentaux et la perte de contrôle, comme je l'ai expliqué plus tôt, elle est encore plus importante lorsqu'on ne s'est pas doté d'une structure et d'une gouvernance éthique et responsable qui va nous permettre de bien gérer la donnée, bien l'utiliser et donner confiance à la population. Monsieur Leblanc, est-ce que cette charte-là, c'est faisable de communiquer pour qu'ils comprennent l'ensemble des citoyens, soit l'adhésion à une charte, ça contribuerait, puis sinon, quelles sont les autres actions que vous avez sur votre radar? Bien, vous avez mentionné, ce serait quoi le premier petit pas? À mon avis, c'est un immense pas qu'il faut faire, mais beaucoup plus jeune, dans le sens que j'ai mentionné tantôt, pour répondre à la question de Mme Goncalves, il faut expliquer comment la science se construit, comment on génère du savoir scientifique, mais ça ne se fait pas tout d'un coup
ça se fait sur le long terme, ça se fait à l'école, ça, depuis à partir du primaire puis à partir du secondaire. Donc là, je m'excuse d'élargir la question beaucoup plus vastement, mais il y a... J'ai eu l'occasion à quelques reprises d'écrire sur l'état de l'éducation scientifique au Québec et on a du chemin à faire encore. On n'enseigne pas aux enfants et aux ados et même aux adultes comment se génère le savoir scientifique. On leur fait apprendre par cœur souvent des notions scientifiques. Puis si l'école était tweakée différemment, était organisée différemment, pas l'école en entier, mais je veux dire l'enseignement des sciences à l'école était fait différemment et qu'on lui accordait une importance minimale, on arriverait avec des adultes déjà relativement bien formés, déjà relativement au fait de, OK, on n'a pas besoin de m'expliquer en long et en large comment ça se développe et comment apparaît du savoir scientifique. J'ai vu ça depuis que je suis tout petit. Puis je serais le citoyen serait un meilleur interlocuteur pour des discussions comme on tente de lancer en ce moment. Donc moi, ma réponse est très méta, est très lointaine, et très loin dans le temps, mais oui, il y a un travail de fond, puis les FRQ, vous pouvez faire votre part pour financer l'enseignement des sciences à l'école. Mais bon, c'est pas la question d'aujourd'hui. Mais oui, c'est ça. À mon avis, c'est pas facile, mais ça serait nécessaire, et pas que pour les données médicales, pour un paquet de dossiers sociaux controversés à saveur scientifique dans notre société. Mais pour revenir plus précisément, le cas d'une charte, par exemple, où on présenterait aux citoyens, dorénavant, vos gouvernements en matière de données, qu'elles soient médicales ou autres, voici ce qu'on s'engage à faire. Et j'adore l'idée d'un pas de recul, justement, de présenter ça comme ça. Puis après, la voie va être ouverte. On va être capable OK, on s'est entendu en tant que société sur lorsque des données individuelles sont utilisées de façon collective pour le bien de la collectivité, on connaît les balises, on sait où on peut aller, où on ne veut pas aller. Puis on n'a pas à reprendre le débat à chaque nouveau, que ce soit des données de santé ou à un moment donné des données financières ou des données d'autres types. On a ce cadre-là, cette charte-là. Je crois que ça serait... Moi, je trouve que c'est une action hyper concrète qui serait... Et en journalisme scientifique, c'est un maître mot. Allons-y avec des exemples concrets, allons-y avec des cas concrets. C'est beaucoup plus facile à saisir. Puis cette fameuse charte-là va expliquer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, comment on réagit si jamais on enfreint une règle, puis ça va être quoi les conséquences, et on y va de cas concrets. Monsieur X a fait telle affaire, il va se faire taper sur les doigts de telle façon, ou voici comment on va tenter de réparer. Et sur la littératie financière, scientifique, c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans un autre secteur, mais pour la littératie scientifique, oui, on est nombreux à s'être souvenus, à avoir compris à quoi ça servait, d'avoir appris sinus et cosinus quand on a essayé d'aplatir la courbe au courant des 2 dernières années. Non, mais il y en a plein de citoyens qui se sont dit, on m'a fait apprendre ça à l'école, je ne sais toujours pas à quoi ça sert parce que je n'ai pas poursuivi dans une carrière scientifique. Alors, il y a des occasions, effectivement, là-dedans, d'élargir la littératie scientifique. Exact. Et effectivement, la charte peut en être une. Madame Villalba, d'autres trucs à faire maintenant, d'autres pistes de solutions, avant qu'on demande à M. Poulin s'il pense que ces pistes de solutions-là vont nous amener une plus grande acceptabilité sociale, citoyenne et des patients. Je pense qu'il nous faut un changement de culture dans le sens qu'on doit... Je suis d'accord avec M. Leblanc, ça prend vraiment une communication sur l'importance des données. Je pense qu'on prend ça un peu pour acquis. On utilise des buzzwords, on utilise du jargon. Mais est-ce que monsieur, madame, tout le monde a la même compréhension de ce qu'on veut dire quand on parle de données en santé? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde sait qu'est-ce qui existe maintenant et à quoi servent les données en santé et qu'est-ce qu'on pourrait faire qui bénéficierait monsieur, madame, tout le monde aussi et notre société? Donc, je pense que c'est ça qui nous manque actuellement, c'est oui l'explication, mais aussi l'explication pour changer la culture, pour qu'on valorise les données. Donc, déjà, les données sont valorisées au niveau de la communauté scientifique, les chercheurs. On espère que ça va être davantage valorisé au niveau du gouvernement pour prendre des bonnes décisions, parce qu'on a vu, par exemple, en contexte de pandémie, à quel point c'est essentiel d'avoir des données en santé à jour, en temps réel, pour prendre des bonnes décisions. C'est incroyable, c'est hallucinant à quel point on n'a pas les données qu'il nous faut aujourd'hui
pour prendre ces décisions-là. Donc, on doit travailler sur la valorisation des données pour les décideurs et, ultimement, on doit commencer avec la sensibilisation de la communauté, des citoyens. Pourquoi ça serait important que j'aie accès à mes données, que je puisse consentir. C'est quoi un consentement éclairé? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi je peux consentir? Pourquoi je voudrais consentir? Si on n'explique pas le pourquoi, c'est sûr qu'on aura des hésitations, puis c'est bien compréhensible. Alors, je pense qu'on doit travailler sur ça en parallèle et peut-être c'est plus urgent même de travailler sur cet aspect-là. Puis après ça, bien, on peut aussi travailler sur, c'est sûr, l'implication des patients, comme je suis certaine que M. Poulain va adresser en plus de détails, mais comment est-ce qu'on peut donner le pouvoir aux patients pour que maintenant, avec ces nouveaux outils, avec ces données, ils puissent davantage s'impliquer s'ils le veulent. Là, je pense qu'il y a un bémol, c'est qu'on ne peut pas imposer aux patients d'être patient partenaire, dans le sens que tout le monde doit être aussi impliqué qu'ils veulent. On ne peut pas mettre le fardeau sur le dos de quelqu'un qui ne se sent pas prêt. Et quelqu'un avait mentionné tantôt dans les commentaires, la littératie médicale, elle est très variable au Québec, mais partout au monde. Et donc, on doit vraiment s'assurer qu'avec les données en santé, on ne crée pas plus d'iniquités en santé qui existent déjà, mais qu'on peut vraiment utiliser les données pour améliorer les iniquités. Mais pour faire ça, on doit être conscient, on doit vraiment être stratégique dans notre approche et spécifiquement cibler les gens qui peut-être ont une littératie médicale plus faible. Comment est-ce qu'on peut quand même les impliquer, quand même les aider à avoir un consentement plus éclairé par rapport à leurs données aussi? Et les populations qui, c'est un cas moins flagrant ici au Canada, au Québec, mais l'ouverture à la donnée généralisée aux États-Unis, ça permet de réinclure dans le processus de réflexion et de soins des communautés qui ne sont pas nécessairement toujours prises en compte dans la recherche dite traditionnelle. Donc, ça peut donner aussi une façon, comme vous le mentionnez, là, de réduire les inégalités face à la recherche. Et j'ajouterais juste avant que vous passiez à la prochaine personne, c'est que, par exemple, oui, ici, on a, aux États-Unis, il y a beaucoup les communautés racisées qui, historiquement, ont été complètement abusées en recherche et qui ont une méfiance à cause du racisme systémique, par exemple. Au Canada, oui, ça existe, mais nous avons vraiment un problème avec les communautés des Premières Nations, par exemple, même si des fois on ne veut pas l'admettre. Mais les communautés autochtones au Canada, ils ont même bâti une stratégie pour les données en santé. Ils disent, si vous voulez, parce que historiquement, on les a surétudiés et ils n'ont pas eu accès à leurs propres données pour leur propre communauté. Donc, c'est vraiment une question d'autonomie de données. Comment est-ce qu'ils peuvent être impliqués, ils peuvent construire, mais les données leur appartiennent également. Ils ont toutes des normes qui s'appellent OCAP en anglais. Je vais vous mettre le lien. Mais il y a vraiment des normes maintenant à travers le Canada pour l'utilisation des données en général de recherche pour les communautés autochtones. Et je pense qu'on doit penser à ça même dans l'élaboration des nouveaux règlements qu'on va faire en données en santé aussi. Mais absolument, c'est un peu ce à quoi je référais quand je parlais de la communauté américaine, entre autres pour les citoyens racisés. Il existe quand même aussi une grande disparité de recherche parmi des gens qui ne sont pas des minorités dans nos sociétés. Les femmes ont été moins étudiées à bien des égards là, dans les tests scientifiques. Même chose, là, on a pris beaucoup de temps à se questionner à savoir si on pouvait vacciner les enfants parce qu'il était difficile éthiquement de faire des tests sur les enfants avec un consentement éclairé et ainsi de suite. Donc, la donnée pourrait effectivement nous permettre de réduire une partie de ces inégalités. Toutes de belles pistes de solutions. Je vais donc, si vous le permettez, donner le mot de la fin à M. Poulain pour ces pistes de solutions et sa réaction peut-être à chaud aux éléments mentionnés par Mme Villalba, messieurs Croteau et Leblanc.
Oui, ah, mon Dieu, beaucoup de choses. D'abord, je veux dire, tout ce que j'ai entendu, moi, je me sens tout à fait à l'aise avec ça, puis c'est très positif. De toute façon, c'est pas un problème simple, ça va prendre de multiples stratégies pour passer à travers. Puis moi, j'ai plaisir à rappeler, quand c'est possible, de se dire que la question des données, la question numérique, c'est un phénomène qui est tout neuf, qui a à peine quelques années derrière. C'est comme un nouveau jouet que nous avons à apprivoiser comme société. Alors, n'ayons pas l'exigence absolue de tout régler dans un très court laps de temps, parce qu'on va se mettre en situation d'échec, puis on va se décourager avec ça. Il faut avancer petit pas par petit pas, mais il faut avancer. Il faut bouger à plusieurs niveaux à la fois. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Moi, je vais terminer en ayant un souhait là-dessus assez clair. Monsieur Laviolette, je retenais, qui nous parle de faire équipe avec les patients pour innover. Actuellement, au Québec, le Centre d'excellence en partenariat patient-public, où je suis impliqué, évalue environ 500 patientes qui sont impliqués dans la recherche au Québec. C'est à la fois beaucoup, c'est à la fois très peu. Si on compare à il y a 5 ans, 10 ans, c'est beaucoup, mais si on compare au nombre de recherches puis à la population, c'est très peu. Moi, j'aimerais qu'on s'y mette tous, les centres de financement, les centres de recherche, les chercheurs, les gestionnaires, etc., pour se dire que dans 5 ans, on voudrait qu'il y en ait 5 000, puis dans 10 ans, on voudrait qu'il y en ait 50 000. Ce que je veux dire par là, c'est pas le chiffre en soi qui est symbolique, c'est de se dire, il faut se mettre en marche pour que les patients citoyens, on les implique dans tout le processus de construction des recherches et on va développer chez ces gens-là une pensée scientifique. Moi, comme patient citoyen, toutes mes implications que j'ai eues depuis plusieurs années, j'ai appris énormément de choses sur moi-même, mais sur la science, sur les données, sur d'autres sujets. C'est extraordinaire quand on s'implique comme citoyen. Puis ça, on le dit pas assez. Puis souvent, malheureusement, les citoyens, les patients, on les voit un peu comme des gens à sonder, des gens à questionner, des gens à consulter. Quand on les implique davantage dans le processus de création, à trouver la question de recherche, les façons de faire, le discours, la diffusion après, ils développent une compétence absolument incroyable au niveau personnel et ils ont un effet, comme je disais tantôt, multiplicateur dans leur environnement. Fait qu'imaginez si on avait des milliers, des dizaines de milliers de patients citoyens impliqués, ils le feraient. Et ils apprendraient beaucoup et ils auraient un impact positif dans leur environnement et ils sont prêts à le faire. Je rappelle parfois que quand j'étais membre du forum de consultation du commissaire à la santé au bien-être, il y avait un représentant citoyen par région administrative, 17 régions. Ils ont fait juste une petite annonce dans le Devoir, là, ou sur Internet, et il y a eu plus de 400 personnes qui ont donné leur nom pour s'impliquer sur ce panel-là, qui était quand même 3 fois par année, 2 à 3 jours chaque fois. Imagine pour 17 places. Les gens sont prêts à s'impliquer. S'ils ont un sentiment qu'ils vont être entendus, qu'ils vont être respectés, qu'ils vont être écoutés, ils sont prêts et ils ont tous quelque chose à dire. Qu'ils aient un doctorat ou qu'ils aient un secondaire 3 pas complété, ils ont tous quelque chose à dire, ces personnes-là. Puis moi, j'ai déjà dit, ça va aller avec ma génération, si vous vous souvenez de la chanson de Serge Fiori, on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Bien, c'est ça, avoir des patients citoyens impliqués dans la recherche notamment, mais dans l'organisation des soins aussi, puis dans l'acceptabilité des données. Alors, plus on va aller vers une multiplication de ces personnes-là, plus on va y arriver et on va avoir une conversation continue parce que c'est sûr que les débats vont évoluer, les questions vont évoluer, l'informatique avance à pas de géant, le privé nous bouscule là-dessus. Alors, il faut avoir une conversation continue, puis il faut la faire tout le monde ensemble de façon saine et mature et responsable. Alors, c'est le souhait que je nous fais. Merci. Vous faites en tout cas un plaidoyer tout à fait efficace pour l'ajout de patients dans notre réflexion. Votre présence est s'est fait sentir, a été très appréciée. On va manquer, à ce rythme-là, si on multiplie, on va manquer de patients. Une chance qu'on a augmenté notre taux de nickel. Question de pouvoir avoir des nœuds et des tout nouveaux. Avant d'envoyer la parole à Mme Jabet, je veux vous remercier pour votre temps, M. Poulin, M. Leblanc, M. Croteau, Mme Villalba. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui à cette table sur l'acceptabilité sociale des données en santé. Alors, on a regardé les deux côtés de cette question-là, celle de l'acceptation et celle de l'importance de la donnée. Alors, j'espère que ça lance bien la journée fort riche qu'on a devant nous.
Madame Javet. Merci Stéphane, merci à tous nos panélistes pour ce démarrage de journée qui était non seulement intéressant, mais aussi, je crois, extrêmement instructif pour l'ensemble de la communauté. Les décideurs, on en a beaucoup parlé, mais je crois aussi pour la communauté scientifique que je représente. Je pense qu'on fait du chemin, mais on a encore du chemin pour avoir un véritable dialogue science-société. Donc, il ne faut pas qu'on se décourage, il faut qu'on le fasse, qu'on continue à le faire le plus tôt possible. Je vous écoutais, puis je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, je me disais, moi, grande fan de séries TV, à quand une série sur les données, sur tout TV, pourquoi pas? C'est une autre façon d'aller toucher le monde, les individus, de donner, d'avoir un échange d'informations, puis un dialogue aussi qui pourrait se créer. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des producteurs, mais on ne sait jamais. Puis on a déjà une actrice qui est très bonne là-dedans. Trêve de plaisanterie, un grand merci. Écoute, c'est sûrement parmi les mots qu'on retient. Acceptabilité, je pense que je vais vraiment bouger vers participation parce qu'elle passe par la participation, puis c'est ce que vous nous avez mentionné.